L'oligarchie, et pourquoi vous accusez la France aujourd'hui d'être devenue une oligarchie? L'oligarchie, c'est une des trois formes politiques qu'ont définies les Grecs et qui sont au cœur de la conception politique dans la culture occidentale. Il y avait la dictature ou la monarchie, le pouvoir d'un seul qui décide de tout. On a eu un exemple avec Ben Ali. Il y avait la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et puis, il y a une troisième forme que nos politologues ont tout à fait oubliée, qui est le régime oligarchique, qui est le pouvoir d'un petit nombre, peu nombreux, oligos, qui discutent entre eux, qui délibèrent entre eux, qui éventuellement vont faire démocratie entre eux, et puis qu'une fois qu'ils sont arrivés à un accord, ils l'imposent au reste de la société. Et la question que je pose, c'est d'abord, il faut rendre sa pertinence à cette analyse et se demander, poser la question dans l'état manifestement malade des démocraties occidentales, qui se manifestent par beaucoup de signes qu'on va un peu analyser. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de glisser vers un glissement vers un régime oligarchique, c'est-à-dire une situation proprement où un petit nombre de gens, essentiellement les puissances financières, décident pour le reste de la société? L'oligarchie, ça n'est pas l'aristocratie. Ça pourrait être l'aristocratie. Hein. C'était une forme, il y a trois formes d'oligarchie, nous disaient les Grecs. Il y avait l'aristocratie, c'est le pouvoir des seigneurs, des militaires, des guerriers. Il y avait la théocratie, c'est le pouvoir de ceux qui sont en liaison avec les puissances supérieures, métaphysiques. Et puis il y avait la plutocratie, c'est le pouvoir des riches. Alors on est plutôt dans une plutocratie, dans la version des riches de l'oligarchie. Pourquoi très rapidement? Parce que depuis une trentaine d'années, le capitalisme a profondément évolué par rapport à ce qu'il était dans la période antérieure et il s'est produit une très forte et continue augmentation des inégalités dans tous les pays, surtout les États-Unis et l'Angleterre, mais le reste des pays occidentaux et le Japon ont suivi. Et on est maintenant avec cette situation où un très petit nombre de gens ont une puissance financière extrême et imposent par différents mécanismes leurs décisions à l'ensemble de la société. Alain Cotta, vous dites que c'est 1% de... Non, pas seulement la représentation, si je peux me permettre. C'est pas seulement le moment du vote. C'est aussi la façon dont s'opère, dont se mène la délibération, qui conduit au vote, la façon dont le peuple, en assemblée par différents moyens, discute des problèmes qui se posent à la société. C'est comment aussi, ensuite, le pouvoir va s'exercer. C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir va être effectivement confié aux mandataires de la volonté du peuple, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres puissances qui, par exemple, dans les coulisses, le pouvoir des lobbies aux États-Unis ou à Bruxelles est extrêmement important, par le contrôle des médias, qui vont influencer beaucoup la délibération, et particulièrement en France, où les principaux médias sont possédés par des milliardaires, par des puissances capitalistes, si je peux me permettre, il y a quand même une quand je vous écoute, pouvoir économique. Mais qu'il soit contrôlé économiquement est une chose, que le contenu de ce qui s'y dit soit contrôlé en est une autre. Le contenu de ce qui se dit, je ne sais pas si on peut citer d'autres chaînes que celle du service public, et voir celle du service public, ça posera un problème, que ce qui passe sur TF1, sur M6, sur Canal+, dans Le Point, dans l'Express, dans Le Figaro et éventuellement dans d'autres journaux soit contrôlé, ça paraît tout à fait évident. Charles Pépin ? J'entends bien ce que vous dites, mais je me demandais juste... En 2005, par le référendum... en permanence dans la rue... On ne peut pas dire, bon, dans la rue, ça ne va pas, il faut passer par l'élection. Et quand il y a une élection, le référendum de 2005 sur le projet de traité constitutionnel européen, où il y a une délibération formidable, ce qui se passe en dehors des médias, hein, rappelons-le, par Internet, par les discussions des gens, au café, etc. Est-ce que tu as lu le traité, etc. On discute. On arrive à un vote sans ambiguïté, 53%, 54%, contre le traité. Les Néerlandais, autres peuples fondateurs de l'Union européenne, votent de la même manière et on impose le traité. Alors, et on supprime le référendum. Et on supprime le référendum. Et alors, on interdit les référendums. On est dans l'oligarchie, c'est-à-dire que le peuple ne peut pas se faire entendre. Mais est-ce que, si on met en parallèle les deux points, est-ce que vous voulez dire que si vous n'entendez rien à ce que je dis? Ceux qui ne croient pas à la démocratie, le peuple ne sait pas, nous savons. Parce que nous avons fait des études, parce que nous comprenons Wall Street. Pas tout à fait dit ça. Mais si, c'est ça. C'est toujours ce que disent les oligarques. Le peuple ne sait pas. Le peuple sait. Et il y a une chose très importante. On a une société tellement complexe sur des décisions, mais c'est quand même complexe. Sur le système financier. Ah oui, les experts, c'est un vrai problème aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. La nécessité d'experts, qui sont d'ailleurs tous trompés, a été un des problèmes majeurs aussi de cette perte de confiance dans la démocratie. Par exemple, regardez comment s'est faite la réforme des hedge funds, les fonds spéculatifs à Bruxelles. C'était totalement... Il n'y a pas eu de réforme parce que tout a été influencé par les lobbies en amont, derrière, dans les coulisses, et qui fait qu'il y a une réforme des hedge funds qui n'existe pas. Chantal Delsol. Non. C'est une préoccupation essentielle.
On ne peut plus continuer dans ce système où il y a des gens, le monsieur l'a dit, ça il y a des gens, où il y a des gens qui gagnent 300 fois plus que d'autres. Dans les années 60 et 70, dont vous parliez, on était tous d'accord quand vous avez parlé, aux États-Unis, en France, en Allemagne, les dirigeants de banques, d'entreprises, les ingénieurs, etc., gagnaient peut-être 30 ou 40 fois. C'était normal, mais 300 fois, c'est inadmissible. Alors, non seulement le peu de laissez-le terminer. Si nous pouvons, et c'est pas de l'idéalisme, parce que n'oublions pas, on n'est pas dans un débat académique ici. On est dans un débat, et Madame Menton, vous avez dit un mot très important à propos de civilisation. Et la question, elle est là. On ne parle pas seulement d'académie, les Grecs, etc. Mais qu'est-ce qui se pose maintenant à nos sociétés en Occident? Les tensions sociales de plus en plus fortes. Oui. Une crise sociale à l'intérieur de nos pays et entre les pays du Nord et du Sud. Oui. Et puis un enjeu tout à fait essentiel qui est la crise écologique, qui est mondiale, qui est planétaire, et dont nous savons bien, dont nous devinons bien qu'elle nous oblige à transformer notre système économique. Et donc, il faut se poser les questions. Est-ce qu'on peut faire face à ces défis si on continue à trouver normal que des gens gagnent 300 fois plus que d'autres? La réponse est non. Il y a 100 malheureux types en France. Il y a 100 malheureux types qui ont des salaires délirants. Parce qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes leur entreprise. En plus, il faut distinguer le manager et le véritable entrepreneur. Mettons qui est son type en France. Qui d'ailleurs dirige des sociétés qui font 90% de leurs bénéfices à l'étranger. Oui. Moi, je veux bien. Et qui en plus, juste, non, pour continuer, les salaires, c'est même pas des salaires, enfin c'est presque moins que les acteurs de cinéma les mieux payés en France. Que les joueurs de foot. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons, ok, ils sont désagréables, c'est très irritant, ils ne le méritent pas, on est d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous leur supprimez, ils auront plus l'année prochaine et ils ne seront pas là. Et alors? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils ne seront pas là? Cessons de raconter, parce qu'on se moque du monde, que les patrons français étant les meilleurs du monde, partout on veut nous les prendre, et que si on ne nous les paye pas, ce sera comme pour l'équipe de France, où tous les footballeurs partent à l'étranger parce qu'ils ne sont pas assez payés. C'est une imposture et c'est un mensonge. Il n'y a pas de patrons français, sauf exception rarissime, qui ont été débauchés à l'étranger parce qu'ils étaient sous-payés en France. Ça n'a jamais existé. Juste, excusez-moi, pour que ce soit bien clair, tout le monde propose de plafonner les salaires.